Bonjour et bienvenue dans les émissions de Grandiflora. Aujourd'hui, une émission un petit peu spéciale. Nous allons vous présenter les actions que vous soutenez à travers Grandiflora. Depuis de nombreuses années, nous accompagnons Raphaël atteint du syndrome de Barth, nous aidons Anne qui soutient un orphelinat au Bénin et surtout, nous accompagnons un projet fou qui a retenu l'attention d'ailleurs des organisateurs du Hellfest, une ONG qui collecte des fonds à travers la musique métal. Vous avez bien entendu, à travers la musique métal. Et ces fonds, ils les utilisent pour reboiser des parcelles et également recréer des sanctuaires de biodiversité. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Sylvain Demarcastel, qui est un des cofondateurs de Savage Land et The Army of the Tree. Sylvain, salut Pascal, un bienvenue grand merci. sur le stand Savage Land au Hellfest. Ah ouais, j'ai pas le geste naturel. Tu l'as pas, c'est comme ça. Vas-y, prends place dans Merci. notre forêt reconstituée. Ouais, écoute, j'espère que ça rend comme tu l'entends. Ah, c'est parfait. Et parfait. puis t'as vu, il fait tout de suite plus frais. ça c'est clair. C'est vrai, hein. Ça, c'est clair. Merci de nous recevoir. Merci de nous accueillir, de prendre du temps pour nous, parce que c'est une période chargée pour toi. Là, Merci en tout cas d'être là et d'être là depuis 3 ans déjà maintenant. Exactement. Non, c'est un vrai plaisir de t'accueillir dans ce projet, parce que c'est quand même un projet fabuleux. Le projet, il est né un petit peu de la réunion de 2 univers, donc la musique et puis l'environnement. J'ai toujours été un peu militant de la cause de la biodiversité. Et puis, D'accord. face à la catastrophe qu'on peut tous commencer à constater, j'ai eu une idée par hasard, c'était de recontacter mon ancien batteur qui joue maintenant dans le groupe Megadeth. Okay. Et de lui dire, écoute, ce serait pas intéressant d'utiliser la force de cette musique et puis ton réseau, parce que maintenant il connaît forcément beaucoup de monde, pour lancer un mouvement autour de la préservation de la biodiversité et sur le focus sur le thème de la forêt. Okay. En fait, la curiosité qu'on a créée en étant à la fois des métalleux et des agents de la préservation de la biodiversité, il y a des gens qui ne sont pas dans le métal mais qui sont curieux. Ouais. Ils se disent tiens, étonnant. Ouais. Donc on obtient des rendez-vous avec ces gens-là. Parce qu'ils voient le concert au Hellfest, parce qu'ils voient qu'on a des personnalités importantes qui nous soutiennent. Et même s'ils ne connaissent pas le métal, il y a quand même des noms, tu vois, quand tu leur dis Metallica, quand tu leur dis Megadeth, Sepultura, il y a toujours un métalleux quelque part dans n'importe quelle société qui va dire ah oui, ça c'est connu. Et du coup, on arrive à créer une forme d'intérêt et de curiosité. Et du coup, oui, on a parlé à des gens à qui on n'aurait probablement jamais parlé et à des gens qui ne seraient peut-être pas venus sur un truc pur écolo et qui sont venus par le côté musique, par le côté curiosité. Faut pas se leurrer, peut-être aussi parce qu'ils voient qu'il y a une audience, qu'il y a potentiellement beaucoup de monde à toucher, mais bon, c'est pas grave. À nous après de transformer ça en quelque chose d'efficace, quoi. Donc ce côté créer un petit peu de l'intérêt, c'est ce qui s'est passé avec les organisateurs du Hellfest. Ils ont trouvé le projet intéressant et du coup ils sont... Oui, je pense qu'ils avaient déjà, au Hellfest, ils avaient quand même déjà une démarche... je pense qu'il n'y a plus un seul festival en France qui peut se permettre de ne pas s'intéresser aux problématiques environnementales. Je pense que ce qu'on a apporté, c'est peut-être le décalage par rapport à ce qui est exigé des sociétés, des boîtes, etc. Tout ce qui est RSO, RSE. Oui. Nous, ce qu'ils font avec nous, ils n'étaient pas obligés de le faire administrativement parlant. Ce n'était pas une case à cocher, c'est vraiment un truc qu'ils ont lancé en plus. D'ailleurs, c'est tout à leur honneur, ils n'étaient vraiment pas obligés de le faire. Mais je pense que c'est aussi Ben, il a vu le côté, on est en fait la seule organisation qui est vraiment issue du métal. Oui. Parce qu'il y a plein d'organisations qui ont des sympathies pour le métal. Tu vois, Sea Shepherd par exemple, il y a ce côté tête de mort et tout qui parle aux métalleux, mais Sea Shepherd, ça n'a pas été créé par des métalleux à la base. Tu vois, donc je pense qu'on est dans le monde peut-être la seule organisation qui est à la fois capable de produire des résultats sur le terrain de la biodiversité et qui est capable de produire de la musique et d'inviter des musiciens et tu vois, d'avoir cet outil à disposition. Donc forcément, c'est quand même assez logique de travailler ensemble avec le festival qui représente le métal, la culture métal, quoi. Alors tu évoquais le fait qu'il y a des personnalités dans le monde qui se sont intéressées à votre projet. Alors, quelle personnalité par exemple? Jane Goodall. Voilà, je savais que ça allait venir, mais c'est bien sûr... Pas seulement Jane Goodall, Francis Allais. Francis Allais, une personnalité botaniste français qui est ultra reconnu. Alors c'est pas vraiment un métalleux, Francis Allais. Pas trop, d'ailleurs, la première fois que je lui ai parlé... Jane Goodall non plus, je pense. Jane Goodall plus que Francis Allais. Francis Allais, même la première fois que je lui ai parlé, il fait oui, le métal, mais le métal, ça fait pas trop naturel comme musique et tout. Je dis mais détrompez-vous, il était encore vivant, tu vois, à l'époque. Je lui ai dit détrompez-vous, il y a une apparence comme ça qui est brutale et violente, mais en réalité les métalleux sont quand même des gens très sensibles.
Et c'est un terreau, c'est un terreau très fertile pour ces sujets-là et on ne s'est pas trompé. Enfin, on a un feedback qui est énorme sur cette communauté, tu vois. Donc, mais ouais, Jane Goodall, forcément, tu vois, on a une photo où Jane Goodall est comme ça avec nous. Bon, c'est quand même, plus haut, c'est le soleil, quoi. Hein. Je suis d'accord. Donc, mais il y a encore des gens qui la connaissaient pas, hein, tu vois. Mais oui, puis on a un projet avec elle en Afrique, un autre en France, donc c'est... Alors c'est ça, je voulais en venir, en fait. Du coup, concrètement, l'association fait quoi? Les fonds que tu collectes, donc via la musique métal, via les royalties, c'est ça sur... Ouais, alors faut pas se mentir, hein, les royalties c'est vraiment peanuts, c'est plus le symbole. En fait, ce qui est clair, c'est que quelqu'un qui veut nous aider, mais qui a ni du temps, ni de l'argent, il peut simplement écouter la musique, la télécharger, la mettre sur des playlists, demander à ses copains de la télécharger. Et ça, 100% des royalties vont sur le compte de l'asso, parce que c'est l'asso qui fait la musique, hein, c'est pas un groupe qui reverse, tu vois, c'est vraiment une seule entité. Et puis en plus, ça nous fait remonter dans les algorithmes, et puis ça nous aide quand on a justement des négociations, quand on doit convaincre des gens, quand ils voient qu'on représente un peu de monde, forcément ça nous aide. Et c'est quoi ta question? Concrètement, en fait, avec justement ce que tu obtiens. Oui, ces fonds que tu obtiens. Alors, je te disais, oui, c'est pas que de la musique, malheureusement. C'est les partenariats, c'est les dons, c'est les adhésions, c'est voilà, toutes ces choses-là qui nous permettent d'avoir du financement pour soit acheter des terrains. Ouais. Alors, il y a plusieurs façons d'acheter. En général, on ne le fait pas tout seul. On le fait souvent en partenariat avec une autre association locale. D'accord. Donc en France, par exemple, avec la LPO. Au Costa Rica, on a monté l'Alliance Verde avec 2 autres organisations locales. En Afrique, donc avec le Jane Goodall Institute. Et puis, on fait aussi de la reforestation. Donc ça peut être sur des zones, ça peut être sur un terrain d'un particulier. Ça peut être sur une zone qu'on aurait achetée mais qui n'est pas boisée. En Afrique, c'est la création d'un corridor écologique pour relier des zones stratégiques. Okay. Mais il y a une forte dimension sociale aussi, parce que population nombreuse, très pauvre. Donc forcément, il faut aussi, tu vois, le projet, il implique aussi de soutenir l'équipe de football locale, de planter des arbres fruitiers, parce que faut que les gens puissent aussi avoir à bouffer. Et puis tu ne peux pas leur imposer l'écologie du bobo occidental en leur disant non mais arrêtez de couper là, il faut préserver la nature. Si les mecs n'ont rien à bouffer, ça ne peut pas marcher, quoi. Donc chaque territoire a sa particularité. Et en Afrique, juste par curiosité, parce que moi je m'intéresse beaucoup au Great Wall du Sénégal à Djibouti, ça fait partie de ce programme-là ou Non, c'est au Burundi. C'est au Burundi. Ouais, c'est au Burundi. D'ailleurs, oui, ce projet de Great Wall, ça m'intéresse aussi parce que entre les effets, moi je suis toujours méfiant sur les effets d'annonce spectaculaires, tu vois, genre le fameux milliard d'arbres proposé par Macron. Bon, pas mal de gens qui ont participé et qui te disent que 80% des arbres sont déjà morts, quoi. Donc ça, c'est aussi important, tu vois, pour nous, c'est... On ne va pas se lancer dans des projets pharaoniques avec des chiffres hyper impressionnants ou tu sais, des propagandes du genre 1 euro égale un arbre. Moi, ça, j'y crois pas du tout. Parce que même si tu pouvais éventuellement faire un arbre à 1 euro, il faut le planter, il faut l'entretenir, il faut le suivre. C'est surtout ça. Et ça ne coûte pas 1 euro, même en Afrique, hein, c'est impossible. Nous, au Costa Rica, quand on plante, il faut un suivi minimum, vraiment minimum de 2 ans, et c'est plutôt 3 ans. Et encore, on utilise des techniques, on met de l'hydrogel au fond du trou où on plante l'arbre, on met un tube, donc on n'arrose que dans le tube, et du coup on n'arrose qu'une fois par mois. Et la plante arrive à s'en sortir, en plus ça lui apprend à faire des racines profondes plutôt que superficielles. Très bien. Donc on dépense moins d'eau, la plante est plus résistante, mais malgré tout, même la 3e année, on est encore en surveillance, tu vois, sur les périodes de sécheresse. Bien sûr. Donc moi, les histoires de on balance, ou même les trucs de drone, là, on balance des graines et ça pousse, j'y crois moyennement. C'est une jolie histoire, mais je pense que malheureusement, le mieux, c'est de préserver ce qui existe encore. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Les écosystèmes qui fonctionnent, ça ne met pas 5 minutes à se recréer un écosystème, même si ça va relativement vite. Donc il faut absolument préserver ce qui existe encore. Et quand il s'agit de recréer de la forêt, il y a plusieurs méthodes. Et d'ailleurs, il faudrait que je t'emmène voir quelque chose. C'est ce que j'allais dire. Mais dis donc, on n'y avait pas pensé. Comme ça tombe bien. C'est incroyable, ça m'était sorti de la tête. Donc voilà, donc je sais que tu commences à... avec le Hellfest, tu as un programme. Et justement, c'est ce que tu vas nous montrer aujourd'hui. Et donc c'est un programme qui a commencé cette année. Cette année, oui. Et puis tu as un projet sur... de toute manière, oui, on est sur plusieurs années. L'écologie, c'est ça aussi. Alors la biodiversité, ça va vite. Ça montre des résultats sur quelques mois. C'est impressionnant. Ouais. C'est passionnant que tu le dises parce que t'es observateur de ce que tu fais et que tu le constates effectivement. Ah oui, puis en plus, les micro-organismes s'installent et puis c'est motivant, quoi. C'est impressionnant. Parce que si tu embarques les gens sur une lutte pour changer, pour réduire le réchauffement climatique, tu les embarques sur un projet de 50 à 100 ans. Et encore, on ne sait pas. Pour motiver, c'est dur. Là, sur de la biodive, tu achètes un champ, même sans rien faire dessus, tu le laisses en libre évolution.
un an après, tu as de la vie que tu n'avais pas un an avant. Donc on le fait d'ailleurs sur un des terrains qu'on a acheté près de Tours, on installe des caméras trappes pour voir un petit peu ce qui se passe, avoir des scientifiques qui puissent faire aussi des évaluations parce que c'est motivant quoi, de se dire tiens, ça marche. On peut consulter ça en ligne, c'est ça ouvert. Va, alors c'est pas encore fait, tu as l'impression qu'on bosse pas assez, c'est ça? Ah non, mais tu m'embarques dans le mouvement, donc non mais voilà, non mais tu as raison, en fait, il faut en plus que les gens puissent aller voir et puissent se nourrir de ça parce que c'est inspirant. Et nous, notre rôle, c'est pas simplement de récolter des fonds et de faire, c'est aussi de faire en sorte que des gens aient envie eux-mêmes de faire. Éventuellement, ils peuvent nous appeler pour des conseils ou pour de la participation. On fait même parfois de la participation financière, ce qu'on a fait avec un groupement forestier citoyen près de Tours. On les a aidés à acheter une plus grande surface, tu vois, donc on a acheté à 2. D'accord. Mais à la base, ils avaient déjà le projet, si tu veux. Et ça, nous, on est à fond là-dessus, tu vois. Il faut que les gens initient des projets au niveau local. Et c'est vrai que pour ça, la biodiversité, c'est cool parce que ça produit vite du résultat. Donc même si tu as des voisins pas trop convaincus, au bout d'un an ou deux, finalement, c'est cool. Tu vas avoir des hérissons, tu vas avoir des grenouilles, tu vas avoir des trucs. Alors, il y a les grincheux vont dire oui, mais il y a des insectes aussi. Oui. Mais au bout d'un moment, tout ça, ça se régule et puis ça fonctionne plutôt bien. Et tant mieux, parce que c'est ce qu'il faut pour que les oiseaux viennent. Oui, donc non, ça c'est un tout. Évidemment. Et le jardin en mouvement dont tu parles, c'est Gilles Clément, qui est un grand paysagiste français, c'est exactement ce qu'il a mis dans plusieurs ouvrages, c'est de montrer justement, tu pars de rien, tu laisses faire, puis à un moment donné, voilà, la friche, le boulot arrive, et puis du boulot arrive une autre... Après, c'est vrai que si tu laisses tout seul, ça prend un certain temps. Ça prend un certain temps. Donc il faut parfois mettre un petit... C'est ce qu'on a fait là, tu vois, on a fait de la micro-forêt. Bon allez, viens, je t'emmène voir la micro-forêt. Allez, c'est parlé. Plastoc là. Alors ça, tu vois, c'est les 1500 arbres en micro-forêt qu'on a plantés en février. Excellent. Donc voilà, on est sur le site, le projet pilote. Le projet pilote. La première étape. Super. Donc, déjà 1500 arbres pour une première étape, c'est cool. 1500 arbres sur la butte là. Ouais, sur toute la butte. Donc en fait, oui, c'est très très dense. Il y a à peu près 3 arbres au mètre carré, avec en bordure plutôt les buissonneux, qui vont très vite se développer et constituer une protection pour les autres, contre le vent. Et puis voilà, ça va garder un peu l'humidité quand il faut en garder. On a 1 tonne de paillage. Ouais, c'est ce que je trouvais intéressant. C'est tant le paillage que vous avez mis que la manière dont vous avez organisé le maintien, le maintien de la butte. Tu vois, ça fait depuis le mois de février. Donc, il y a eu plusieurs opérations de désherbage quand même, parce qu'au début, alors moi je suis partisan de laisser évidemment en libre évolution, mais c'est vrai qu'au début c'est bien d'enlever les plantes invasives. Bien sûr, ça fait concurrence autrement. Voilà, ça aide pas forcément au début. Après, je pense que le mieux c'est de laisser faire une fois que les arbres ont vraiment pris. Mais tu vois, il y a quand même des espèces, je te montrerai les images, quand on les a plantées, c'était des brindilles. Et là, il y en a quelques-uns qui ont quand même pris, à mon avis, facile 30 cm en quelques mois. Malgré les vagues de chaleur. C'est ce que j'allais te dire. Alors déjà, il y a un arrosage qui est fait. Non, c'est ça. Non, justement, le principe de la micro-forêt, c'est ça. Théoriquement, personne passe derrière. Quand il y a des herbes, ils ne sont pas là à arroser. On prépare la terre quand même. On ajoute une terre végétale quand même pour qu'il y ait une bonne base. Mais théoriquement, le but de la micro-forêt, c'est que ça constitue tout de suite un écosystème qui se protège, où les arbres se protègent mutuellement. D'où les 3 plantes au mètre carré pour être sûr que déjà c'est pas tout le temps respecté parce que en plus on a planté dans les conditions, c'était à l'époque où toute la France était inondée. Au mois de février. On a eu le seul jour où il pleuvait pas, mais c'était un champ de boue, il faisait froid. Tu regarderas les images, mais c'est chapeau à ceux qui ont bossé parce qu'on devait faire sur 2 jours et le lendemain on savait qu'il y avait des trompes d'eau. On leur a dit bon, on a le choix, c'est soit on fait sur 2 jours à un rythme normal, mais on prendra les trompes d'eau demain, soit on fait tout aujourd'hui. Et tout le monde s'est retroussé les manches, tout le monde a bossé. Il y a des gens qui se retrouvaient quand même jusqu'à mi-cuisse dans la terre. La botte au fond, enfin bon, le truc. C'est quelque chose dont on garde un souvenir. Ah ouais, non, mais ça crée des liens. Et puis après, c'est surtout quand tu leur envoies les photos et que tu leur montres que ça fonctionne. Après, il y aura forcément de la casse. Il y en a qui vont mourir, il y en a qui. Mais voilà. Puis, là, les images vont peut-être montrer quelque chose qui est très gris, parce qu'il faut bien rappeler qu'on est au moment du Hellfest. De nouveau, il y a une canicule. Il y a de la poussière. Et il y a une allée qui est juste à côté, ça, très poussiéreuse. Quand même, il faut préciser que toutes ces petites protections, c'est biodégradable. D'accord. Donc on ne fout pas du plastique, mais ça aide à ce que les bestioles ne viennent pas tout de suite manger. Bien sûr. Donc c'est aussi ça qui rajoute du temps à la plantation. Des coûts aussi, parce que tout ça, il faut l'acheter, évidemment. Les sticks, tu vois, il y en a qui sont tombés. Alors après, il faut regarder si l'arbre est toujours dedans ou pas. Il est toujours dedans. Oui, il est toujours dedans. Donc en fait, il va se débrouiller. Là, tu veux le laisser se débrouiller. Naturellement, je l'aurais redressé, je l'aurais donné un petit coup de main. En fait, en le redressant, tu peux péter des racines. Ok, t'as raison. Tu parles même mieux que moi de notre métier. Bravo. Et moi, je suis passionné par ça. Je ne suis pas forcément botaniste, mais par contre, je trouve même que la vie
la flore, c'est presque plus fascinant que la faune en fait. Tu as tellement de variétés, de capacités d'adaptation, et puis on en apprend tous les jours. Hein, sur le livre La vie secrète des arbres, c'est fantastique. Tu vois, tu apprends que les arbres communiquent, s'entraident, aident les plus faibles, parce qu'ils les aident à constituer un réseau plus dense de communication, ce qui défend la forêt en général. Enfin, c'est génial quoi. Donc non, je trouve ça vraiment... Et puis il y aura des animaux là-dedans. Je pense que d'ici, à mon avis, 2 ans max, il y a des oiseaux qui vont nidifier, il y aura des petits mammifères qui vont se mettre dedans. Est-ce que ça a été une butte qui a été étudiée pour le bienfait du Hellfest? C'est-à-dire, est-ce qu'on cherche à amener de l'ombre derrière ou en fait rien du tout? Non, alors déjà, c'est pas pour les hommes qu'on fait ça. Il faut arrêter, il faut sortir de la tête. Oh, génial. Mais oui, parce que les gens disent il faut de l'ombre, Non, il faut ramener de la vie pour la vie sauvage. Ah super, il n'y en a bravo. plus. Merci de m'avoir repris. Oui, les hommes aussi, c'est bien, mais on est tout le temps en train d'essayer de penser à ce que ça nous serve à nous. Non, en premier, on ramène de la vie, de la biodiversité. Évidemment que ça va nous servir. Mais en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'on voulait faire cette OP-là et on n'avait pas de lieu pour le faire. Donc le Hellfest nous a gentiment dit, on peut le faire là. Et du coup, par la suite, on va essayer de trouver des lieux, soit qu'on va acheter nous, avec peut-être la LPO justement, soit chez des particuliers, soit chez des agriculteurs qui ont envie de remettre une de leurs parcelles en forêt. On en a vu dans le coin qui veulent faire ça. Mais on va continuer aussi à le faire à l'intérieur du Hellfest parce que le symbole est chouette. Tu vois. Nous, c'est notre communauté, on vient d'ici. C'est là où tu nous en as parlé. Ça veut dire que le projet sur lequel tu nous impliques, c'est la suite de la butte? Alors, il y a la suite de la butte, mais il y en a 6 ou 7 des buttes comme ça, rien que dans cette zone-là. D'accord. Donc, on a déjà du boulot si on veut toutes les rendre en micro-forêt. Tu as vraiment de quoi faire. Excellent. On invite tout le monde à prendre l'appel, les bottes et à s'inscrire sur la journée. Ce sera mi-février. Mi-février? Ouais. Ok. Donc tu communiques par les réseaux, les réseaux ici, il y aura un QR code et puis évidemment c'est bien d'avoir des gens du coin. Bah oui. Déjà parce que au niveau logistique c'est plus simple que de leur faire traverser toute la France. Et puis voilà, ça crée aussi une dynamique au niveau local, c'est un peu le but, tu vois, de créer un peu un ancrage territorial et puis que les gens du coin voient le résultat. C'est pour ça qu'il faudra aussi faire à d'autres endroits que la zone technique parce que là le public n'a pas accès. Mais c'est pour ça qu'on veut essayer de trouver des terrains, de s'associer avec des locaux qui eux-mêmes auraient peut-être envie, même sur des petites surfaces. Hein. Tu peux très bien faire une micro-forêt, je crois qu'il faut 400 mètres carrés. Tu vois, pour que ça commence à avoir un peu de valeur écologique. Mais 400 c'est 400 mètres carrés et que tu cherches à ce qu'elle soit isolée du monde, du coup, de ce que tu me dis. Tu peux faire ça dans un jardin. Ouais. Tu as un jardin qui fait, on va dire, tu as 800 mètres carrés de jardin. Et tu as un fond de jardin. Tu fais une partie aménagée autour de la maison, sympa et tout. Et puis si tu veux avoir vraiment de la vie et puis de la densité, et puis ça protège aussi. Hein. En cas de forte pluie, l'eau pénètre mieux. En cas de forte chaleur, tu es plus protégé. En cas de vent, tu es plus protégé. Il peut y avoir des particuliers qui seraient intéressés pour faire de la micro-forêt chez eux. Bon. Et ça ramène des coccinelles, des papillons, des pollinisateurs. Donc ça ramène aussi des oiseaux. Des hérissons, voilà. Toute personne, toute France, qui a un bout de terrain, ils se connectent sur Savage Lands. Alors on ne peut pas aller partout. Hein. On peut pas aller partout. Alors non, c'est quoi tes zones pour Non, mais de l'instant toute manière, il faut nous contacter. Et puis on a des relais, on a des gens vers qui orienter. Mais oui, bien sûr, le but c'est que les gens nous contactent. Et puis il y a plein de façons d'aider. Hein. Tout le monde n'a pas un bout de terrain, tout le monde n'a pas de temps. Donc déjà adhérer à l'association, c'est 20 € par an, 10 € pour les étudiants. Alors c'est pas simplement pour l'aspect financier, bon évidemment ça nous aide toujours, mais c'est aussi pour que nous on représente plus de monde officiellement. Quand on a un rendez-vous avec une municipalité, si on montre qu'on a 5000 adhérents, c'est pas pareil que si on en a 50. C'est clair. Et du coup on pèse plus. Et actuellement t'en as Actuellement on est à un peu plus de 500. D'accord. Et on n'a pas vraiment fait de campagne d'adhésion. Donc là cette année justement c'est un des challenges sur le Hellfest, c'est vraiment d'inciter les gens à adhérer. Parce que c'est vrai que nous, ce qu'on voulait, c'était faire des projets. On a un peu négligé cet aspect-là. Et en réalité, on se rend compte que oui, c'est la force du nombre, c'est quand même important. Ouais. Donc on a quand même ce côté-là avec les images, avec la foule, etc. Mais si on peut avoir les chiffres officiels, c'est pas mal non plus. Écoute, pour les images, on est ravis de participer au stand. Merci pour le stand transformé en forêt, c'est grâce à vous. Ça fait 3 ans que vous nous prêtez gracieusement. Ouais, c'est pas un petit boulot, il faut décharger, mettre là, non, je préfère là, je préfère là. Donc c'est un vrai boulot. Merci beaucoup. Non, c'est un vrai plaisir parce qu'un projet comme le tien, ça mérite d'être accompagné et d'être soutenu. Et on va aller plus loin cette année. Je te propose vraiment un deal où en fait sur une gamme végétale, en fait 10% des ventes en fait reviendront à Savage Lands l'année prochaine. On fait ça sur un an, si tu es d'accord. Hein. Serre la main, les hommes politiques. Et donc, voilà, c'est super. Nous, ce qu'on aime, c'est ça, c'est écrire des histoires qui se développent dans le temps. Les one-shots, c'est pas hyper intéressant.
Ce qui est cool, c'est d'apprendre à se connaître, de se faire confiance, puis de voir petit à petit. Je pense qu'on te contactera aussi pour la plantation des 10 000 arbres. Oui. Tu es un partenaire local, donc tu auras forcément une expertise et puis du réseau. Et c'est comme ça qu'après, les choses vont plus vite. Une fois qu'on se connaît et que d'année en année, on peut faire grossir le truc. Oh, super. Bon, allez, on va écouter du métal maintenant. C'est parti, merci beaucoup. Alors, vous l'avez compris, nous sommes ravis d'accompagner ce projet. Et cette année, nous allons aller plus loin. Il y a une gamme de plantes qui est parfaite dans vos jardins pour illustrer la biodiversité. Ce sont les sauges, qu'elles soient aromatiques, annuelles ou vivaces arbustives. Elles sont très présentes dans vos massifs et elles nourrissent tout au long de la saison les insectes pollinisateurs. Alors cette année, nous allons mettre en place une nouvelle action. Grandiflora lance ce défi de reverser 10% de toutes nos ventes sur cette gamme végétale. Alors le programme commence à la veille du Hellfest 2026. Nous aurons plaisir à retrouver Sylvain l'année prochaine pour lui remettre le chèque de votre contribution à cette belle ONG et sur ce beau programme. Vous retrouverez cette action Salvia for Savage Lands dans nos pépinières Jikio à Saint-Liphard, nos pépinières Poupard à Saint-Gilles-des-Bois et ici, nos pépinières Renault à Vertou et bien entendu sur grandiflora.fr. Je vous retrouve très vite, jardinez bien.